Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette journée donc, portant sur les îles dans l'histoire globale à l'époque moderne. Avant de continuer en français, je vais juste dire deux mots en anglais pour mes invités anglophones. So we will start proceedings in French and we will continue for a part of the morning in French and then we'll switch to English. So we will try to make this bilingual to the extent possible. If people ask you questions in French and you have some difficulty, well, I'm always there to help you. Now we're going to continue in French, and I'm assuming that even those of you who are Anglophone are more or less able to keep up, at least with my French. Alors, donc, on va recommencer en français. On avait donc choisi pour le thème de cette année, comme vous savez, chaque année j'organise une journée et les thèmes varient selon les ans et selon les projets de recherche que j'ai en cours. Mais cette année, en fait, il y avait une raison de plus pour choisir ce thème-là sur les îles, et c'était en pensant à un ami qui a beaucoup marqué les études à la fois, je dirais, de l'histoire de l'époque moderne, mais surtout aussi de l'histoire écologique. Je pense à mon ami Richard Grove, auteur de ce beau livre, un livre très important, malheureusement pas traduit encore en français, Green Imperialism, le sous-titre étant Colonial Expansion, Tropical Island Edens and the Origins of Environmentalism. Donc vous voyez, il y a là les îles bel et bien présentes, les îles en tant que les îles édéniques dans l'imaginaire des gens de l'époque moderne, et il a entre autres traité un certain nombre de thèmes précisément francophones. Par exemple, il y a quelques belles pages consacrées à Pierre Poivre, voyageur du XVIIIe siècle, et il y a des réflexions par exemple sur l'île Maurice, sur la Réunion, etc., dans ce beau livre de Richard Grove, un personnage très important pour aussi l'histoire environnementale en général. Alors, vous savez qu'on peut commencer à réfléchir sur les îles de plusieurs façons. Je vais commencer maintenant, plus ou moins deux parties. Une première partie consacrée à titre d'introduction à la question de l'imaginaire des îles, puis je vais traiter par la suite les îles des géographes et des cosmographes, donc des îles d'une façon plus concrète. L'imaginaire donc des îles, où commencer? Bien sûr, ça c'est un endroit assez évident où on peut commencer à réfléchir sur les îles. C'est le récit publié il y a à peu près 500 ans, un peu plus que ça, où l'auteur du récit, en anglais, nous dit qu'il a été dans les Pays-Bas, et en étant dans les Pays-Bas, il a rencontré un Portugais, un voyageur. Et alors, ce voyageur s'appelait Hitlerdeus, Raphaël Hitlerday. Alors, c'est bien sûr pas un nom très portugais, mais Hitlerday veut dire expert de bavardage. Donc, ce n'est pas un nom qui inspire beaucoup de confiance. Je parle sous correction des Grecs dans la salle, parce que Hitlerday, c'est un nom grec. Alors, donc, il nous dit qu'il a rencontré ce monsieur Hitlerday. Le premier de ces noms est celui de sa famille, qui connaît assez bien le latin et possède le grec en perfection. L'étude de la philosophie à laquelle il s'est exclusivement voué lui a fait cultiver la langue d'Athènes, de préférence à celle de Rome. Donc il était plutôt spécialiste de grec. Aussi, sur des sujets quelque peu importants, ne vous citerait-il que des passages de Sénèque et de Cicéron. Le Portugal est son pays. Jeune encore, il abandonna son patrimoine à ses frères et, dévoré de la passion de courir le monde, il s'attacha à la personne et à la fortune d'Améric Vespucci, donc Vespucci, l'italien. Il n'a pas quitté d'un instant ce grand navigateur pendant les 3 derniers de ses 4 voyages, dont on lit partout aujourd'hui la relation. Mais il ne revint pas en Europe avec lui. Améric, cédant à ses vives instances, lui accorda de faire partie des 24 qui restèrent au fond de la Nouvelle-Castille. Il fut donc laissé sur ce rivage, suivant son désir, car notre homme ne craint pas la mort sur la terre étrangère. Il tient peu à l'honneur de pourrir dans un tombeau, et souvent il répète cette
thème, les cadavres sans sépulture, à le ciel pour lancer. Partout il y a un chemin pour aller à Dieu. Ça nous rappelle cette fameuse phrase prononcée maintes fois devant l'Inquisition espagnole, cada uno puede salvar en su ley. Donc vous voyez qu'on a une petite réflexion de cette idée qu'il y a une espèce d'équivalence entre les religions. Bon. Ce caractère aventureux pouvait lui devenir fatal si la providence divine ne le protégeait. Quoi qu'il en soit, après le départ de Vespuce, il parcourut avec 5 castillons une foule de contrées, débarqua à Taprobane, l'actuel Sri Lanka, donc un peu loin de Nouvelle-Castille, il faut le dire, débarqua à Taprobane comme par miracle et de là parvint à Calicut, donc en Inde, où il trouva des vaisseaux portugais qui le ramènèrent dans son pays contre toute espérance. Voilà, donc c'est un voyageur apparemment en naviguant entre le monde espagnol et le monde portugais du début du XVIe siècle, semble-t-il. Alors, où est-ce qu'il se retrouve finalement? Il se retrouve dans une île. Et c'est quoi l'île? C'est bien sûr l'île d'Utopie, car ça, c'est le texte de Thomas More portant sur l'utopie, où la mise en scène, c'est exactement ça. Thomas More, aux Pays-Bas, qui rencontre le Portugais avec le nom improbable, et par la suite, qui va raconter toute une série de choses sur cette île particulière, qui devient une espèce de métaphore, qui devient partie, donc, finalement, de l'imaginaire occidental politique d'une façon assez importante déjà au XVIe siècle. Alors, je vais juste prendre un autre petit passage de ce texte où là on est en train de parler des habitants de l'utopie. Leurs annales témoignent qu'ils n'avaient jamais entendu parler de notre monde avant notre arrivée. Seulement, il y a environ 1200 ans, un navire poussé par la tempête échoua devant l'île d'Utopie. Le flot jeta sur le rivage des Égyptiens et des Romains, qui ne voulurent plus quitter ce pays qu'avec la vie. Les Utopiens tirèrent de cet événement un parti immense. À l'école des naufragés, ils apprirent tout ce qui ceux-ci connaissent des sciences et des arts répandus dans l'Empire romain. Plus tard, ces premiers germes se développèrent et le peu que les Utopiens avaient appris leur fit trouver le reste. Ainsi, un seul point de contact avec l'ancien monde leur en communiqua l'industrie et le génie. Donc vous voyez encore une fois cette espèce d'idée de l'île, l'isolement, la séparation, et puis il y a le monde en général, il y a le rapport qui fait qu'on peut par la suite imaginer l'île comme une espèce de lieu d'expérience où on fait importer quelques éléments et puis ils vont suivre son chemin dans la logique de cette île. Je continue. Il est possible qu'avant son naufrage, le même sort ait amené quelques-uns des nôtres en utopie, mais le souvenir en est complètement effacé. Peut-être aussi la postérité oubliera-t-elle mon séjour dans cette île fortunée, ça c'est Hitler qui parle, séjour qui fut infiniment précieux pour les habitants puisqu'ils approprièrent par ce moyen les plus belles inventions de l'Europe. Donc, il y a aussi cette idée de l'île utopie en tant qu'île, mais aussi l'île utopique. Ça, c'est quand même un thème assez fort qu'on va retrouver, pas seulement dans les îles imaginaires comme celle-ci, mais dans des îles concrètes et réelles. On a toujours une certaine tendance qui serait de les attirer vers les utopies. Ça, c'est un possible chemin de l'imaginaire. Mais il y a aussi, bien sûr, d'autres types de rencontres avec des îles. Je vous donne 2 exemples. Un exemple concret et basé sur les expériences, les vraies expériences des Portugais. Comme vous le savez, au XVIe siècle, les Portugais, en fait, étaient devenus spécialistes d'une espèce de sous-genre qui est ce qu'on appelle l'histoire tragico-marittima, c'est-à-dire l'histoire tragique de la mer, où on racontait les naufrages. Et les naufrages qui amenaient souvent les Portugais dans des îles désertiques ou même des îles habitées. Ça, c'est un exemple de ça, le naufrage de Santiago, no ano de 1585 ou 1585. Et souvent, ce qui arrive dans ces récits, c'est donc il y a le naufrage, on arrive, on est dans une île, on a donc bien sûr les rapports entre les Européens débarqués et les indigènes.
Ça, c'est un thème assez clair. Mais puis, il y a aussi la logique des Européens débarqués eux-mêmes, c'est-à-dire ce que devient leur société quand c'est une société d'implantation dans le cadre du Nil. Donc, c'est un thème qui est assez développé déjà dans ces textes-là. Et bien sûr, ce qui va donner un texte par la suite littéraire comme celui-ci, comme La Tempête, écrit probablement vers 1610, 1611, mais publié 10 ans plus tard, la première édition, celle-ci, datant de 1623. Et vous vous rappelez tous un peu ce qui se passe dans La Tempête. Donc, justement, naufrage, arrivée de ces gens qui rencontrent une personne qui s'est déjà naufragée dans l'île et qui est devenu un peu le maître de cette île, c'est M. Prospero, le duc de Milan, qui se retrouve donc face à, non pas à des indigènes normaux, mais à des indigènes un peu étranges dans la forme des esprits ou presque des êtres surnaturels. Il y a donc ces deux, il y a Ariel, qui est l'esprit un peu positif, et puis il y a Caliban, qu'on sait est un mot qui a été développé à partir, donc c'est la même racine que cannibale, transformé un peu, et Caliban, donc, qui est à la fois l'esclave de Prospero dans cette île, mais aussi un être assez méchant. Donc, vous voyez ce passage assez célèbre de La Tempête, où il est en train de parler à ces autres naufragés arrivés plus tard. Donc il dit, "Be not afeard, the isle is full of noises", célèbre phrase. "Sounds and sweet airs that give delight and hurt not. Sometimes 1,000 twangling instruments will hum about mine ears, and sometimes voices that, if I then had waked after long sleep, will make me sleep again. And then in dreaming, the clouds methought would open, and show riches ready to drop upon me, that, when I waked, I cried to dream again." Alors, ça donnait comme, surtout à la fin du XXe siècle, il y a des pages et des pages, des livres et des livres qui ont été consacrés à ces deux positionnements, c'est-à-dire Caliban et Ariel, et surtout dans les études postcoloniales, on a énormément utilisé ça, c'est-à-dire d'un côté le colonisé soumis, qui serait Ariel, et de l'autre côté, le colonisé révolté, qui serait Caliban, dans le cadre justement de ces îles, bien sûr, imaginaires. On ne sait pas trop où la tempête de Shakespeare est censée avoir lieu. C'est certainement pas dans l'océan Indien, ça se peut que ça serait soit dans la Méditerranée, soit encore plus probablement dans l'Atlantique. Et bien sûr, comme je vous ai expliqué, Shakespeare sans doute avait mis la main sur ces textes, par exemple, venant de Portugal ou d'Italie, racontant les naufrages, et ça, c'était en quelque sorte la matière brute qu'il a utilisée par la suite. Continuons dans le XVIIe siècle, ces récits qui alimentent l'imaginaire sur les îles ont été en fait multipliés. Donc on a les textes portugais, mais au XVIIe siècle, on a beaucoup de textes néerlandais. Les Néerlandais aussi, à leur façon, deviennent des grands spécialistes des textes de naufrage et des rencontres avec les îles. Ça, c'est parmi les best-sellers du XVIIe siècle, parce qu'apparemment, on avait un énorme goût pour les désastres. On aimait bien les désastres. Bien sûr, si on est calviniste, ça explique quelque chose. Mais vous voyez, par exemple, ici, ce texte qui est beaucoup vendu au XVIIe siècle, c'est le voyage du navire Batavia, publié en 1647. Et ça, c'est un navire qui a fait naufrage près de la côte ouest de l'Australie. Donc, en gros, le problème étant que le navire a subi une révolte. Il y a eu, parmi les gens qui étaient présents dans l'équipage, des gens appartenant à un secte millénariste de Harlem et qui ont voulu donc prendre le pouvoir dans le navire. Dans la confusion, ils ont raté le chemin pour tourner vers le nord et pour aller
justement à la ville de Batavia, et au lieu de ça, ils ont fait naufrage donc, sur les îles des Abrolhos. Donc ces îles pas très loin de la côte ouest de l'Australie. Ça, c'est un récit qui est devenu assez important parce que ça représente en quelque sorte cette idée de ce qui est une dystopie. Donc, vous avez l'aspect utopique de l'île, et ici, on a l'aspect dystopique de l'île. Pourquoi? Parce que ces gens arrivent dans l'île en question. Il y a déjà cette espèce de lutte meurtrière entre les différents groupes de Néerlandais. C'est une île désertique, donc il n'y a pas de rencontre avec les indigènes de genre Ariel ou Caliban, mais entre les Néerlandais, il y a des entretueries et des massacres. Finalement, un groupe de Néerlandais va mettre en esclavage l'autre groupe de Néerlandais. Ça va se tourner de pire en pire. Et finalement, donc, il y a une expédition qui est envoyée par le gouverneur général des Indes orientales néerlandaises, de Batavia, et ils vont donc retrouver, vous voyez, ces gens dans un état sauvage où ils sont en train de se massacrer et surtout ils maltraiter les femmes, etc. Et le résultat de tout ça, c'est bien sûr qu'on va ramener les révoltés à Batavia et on va les châtier et les pendre d'une façon assez violente. Et on va terminer avec cette espèce de petite histoire qui va durer 2 ans. Et en quelque sorte, pour moi, ça, c'est le précurseur des histoires assez connues qui viennent plus tard, comme par exemple l'histoire de la mutinerie du navire Bounty, Mutiny on the Bounty, le célèbre exemple qui vient de plus tard. Mais en fait, ça s'est passé déjà dans les années 1620. Donc, vous voyez qu'il y a les 2 directions dans lesquelles on peut tirer les îles vers les utopies, vers la perfection, où de temps en temps, il y a des germes qui viennent de l'extérieur, puis on sait cultiver ces germes et on sait faire des choses assez perfectionnées à partir de ces petits éléments venant de l'extérieur. Puis, il y a l'autre possibilité, c'est-à-dire que tout ce qui est du pire dans le monde normal donc devient encore plus exagéré dans le cadre d'une histoire insulaire. Donc dès qu'on a cette espèce d'isolement, justement, on est mené vers les aspects les plus dystopiques possibles. En fait, on trouve ces 2 éléments quand on avance dans le XVIIe siècle. Ça, c'est peut-être un des textes les plus célèbres portant sur cette question des îles utopiques et dystopiques. C'est le Amerikaanse Zeerovers, publié en 1678, devenu très célèbre, l'auteur étant Exquemelin, Alexandre Exquemelin. Et ça, c'est le texte de base pour tout ce que vous voulez sur les pirates des Caraïbes. Parce que c'est la description la plus poussée de ce qui est devenu cette société des boucaniers et des pirates au milieu et dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, surtout, comme je vous ai dit, dans les Caraïbes et dans l'Atlantique, et toujours avec ces éléments parfois utopiques, parfois dystopiques, qu'on trouve d'ailleurs même aujourd'hui dans l'historiographie portant sur cette question-là. Donc, je vous donne 2 exemples, ce sont 2 livres relativement récents. Donc, le livre de Kevin MacDonald sur les pirates, les marchands, les esclaves et les colons, qui traite à la fois des Caraïbes, mais aussi des autres îles où les pirates ont été présents à la fin du XVIIe siècle. Mais on a aussi, par exemple, le livre de Marcus Rediker, qui nous explique, à sa façon, que ces îles-là étaient le berceau de la démocratie. Donc, parce que ces îles où il n'y avait pas d'ordre qui venait de l'Europe, où il y avait une espèce de processus autonome de développement des institutions dans un cadre pas du tout hiérarchique, pour lui, c'est ça où on peut trouver les origines de la démocratie utopique. Et d'ailleurs, c'est assez curieux comment quelqu'un comme Rediker, qui fait partie des rares historiens américains et marxistes, alors lui, il développe ça en faisant une espèce de mélange des matériaux d'Exquemelin et de Bertolt Brecht.
pour arriver à une espèce de vision donc utopique justement de ces sociétés. Tandis que si on regarde Exquemelin nous dit d'une façon très claire que ce sont des sociétés extrêmement violentes et assez instables sur plusieurs points de vue. Donc, on a donc cette vie à la fois de l'idée de puiser dans les matériaux historiques pour les îles en tant qu'utopie et les îles en tant que dystopie qui continuent jusqu'à nos jours, quelque sorte, dans l'historiographie. Alors, on connaît bien sûr le résultat de tout cela. Ça, c'est la version la plus célèbre de ce qui est devenu cette notion de l'île en tant que métaphore, l'île en tant que point de référence pour réfléchir sur toute une série de choses. C'est le livre de Defoe sur Robinson Crusoe, publié au début du XVIIIe siècle, qui devient à la fois une métaphore pour les penseurs politiques, mais on sait aussi que, par exemple, ça a eu une certaine influence sur des gens comme Adam Smith, c'est-à-dire imaginer ce qui serait, en fin de compte, une économie constituée par une personne, donc une économie où il n'y aurait pas de division de travail. Bien sûr, des fois, ce n'est pas gardé finalement d'introduire un deuxième personnage dans l'histoire qui est quelqu'un dans un état inférieur, qui est ce célèbre vendredi, ou Friday, qui est manifestement inférieur à l'Européen. Et on a donc finalement une espèce de division de travail, mais une division de travail basée sur une forme assez extrême d'inégalité. Mais on peut en réalité donc penser que cette idée de l'île, de l'isolement qui est chez Defoe dans ses récits sur Robinson Crusoe, ça remonte en fait à toute cette histoire, en nous amenant pendant tout le XVIIe siècle et jusqu'au XVIe siècle, où il y a eu donc ces tentatives répétées de penser l'île comme espace social, imaginaire, comme espace utopique et espace donc dystopique. Il y a une direction qu'on peut suivre avec ça. Je vais juste dire 2 mots sur ça, mais c'est juste pour signaler l'existence de cette tendance. Il y a des gens parmi vous qui se rappellent sans doute qu'il y a eu ce débat sanglant à la fin des années 80 du siècle dernier entre 2 anthropologues portant justement sur cette question des îles. Donc à gauche, Marshall Sahlins, célèbre anthropologue de Chicago, qui a donc proposé d'utiliser des îles, notamment dans le Pacifique Sud, et il s'est penché surtout sur l'histoire de Hawaï, pour proposer une série d'idées portant sur la spécificité des îles, mais aussi le rapport entre insulaires et gens venant de l'extérieur. Et l'exemple qu'il avait choisi dans un des chapitres de ce livre, c'était l'exemple du célèbre capitaine Cook, qui a été tué dans le Pacifique Sud. Et là, c'était une question de savoir, est-ce que, par exemple, on pensait, les insulaires, est-ce qu'ils pensaient qu'il était un dieu? Et donc, est-ce qu'il s'agissait en effet de le tuer comme forme d'apothéose ou non? Et donc, on a eu une réponse assez violente de la part d'un anthropologue, lui, qui a pris une position assez intéressante en disant que M. Sahlins n'a rien compris à cette histoire parce qu'il ne venait pas d'une île. Parce qu'il venait de la ville de Chicago, que métaphoriquement peut être conçue comme une île, mais en réalité n'est pas une île. Tandis que Gananath Obeyesekre, qui est celui qui a écrit la réponse, était un Sri Lankais, lui, et donc il a essayé de démontrer qu'à partir d'une espèce de conscience d'une île, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu dans une île, qui a aussi compris ce qu'était la vie d'un colonisé dans une île, aurait donc un autre point de vue par rapport à ça, un point de vue d'ailleurs beaucoup plus sceptique par rapport au mythe créé par les Européens. D'ailleurs, l'idée assez intéressante d'Obeyesekre, c'est que souvent on pense que les insulaires ont des mythes, les Européens ont de l'histoire, tandis que pour lui, en fait, c'est les Européens qui souvent ont des mythes. Et c'est ce mythe de l'homme blanc qui devient Dieu qu'on retrouve un peu partout au XVIe, XVIIe siècle. Vous voyez Cortés on dit a été pris pour Quetzalcoatl par les Mexicains, etc. Ça, c'est une espèce de mythe à répétition qu'on trouve maintes fois dans les textes européens. Alors,
juste deux mots avant de terminer cette partie sur le fait que les îles ne sont donc pas présentes uniquement dans l'imaginaire occidental dans ce sens dystopique et utopique. Je vous donne quelques exemples de plus. Vous savez que dans les textes sanscrits de l'Inde, les îles ont souvent un rôle assez important à jouer. Donc, si vous regardez le grand texte de l'Inde classique, le Ramayana, il y a l'île de Lanka, présentée ici, et qui est une île donc, qui a un rapport assez curieux avec la terre ferme. Donc, les personnages qui sont présentés d'une façon positive, comme Rama et ses frères, sa femme, etc., appartiennent à la terre ferme, et tout ce qui est méchant appartient à l'île. Donc, l'île, c'est quoi? L'île, c'est la résidence du roi des démons que vous voyez ici, Ravana. Il a son palais dans l'île. Et pourquoi dans l'île? Parce que, bien sûr, il faut qu'il habite un espace séparé, différent, et en quelque sorte opposé, presque structurellement, à la vie normale de la terre ferme. Donc, encore une fois, ici, l'île devient l'espace contrasté, en opposition, mais aussi, dans ce cas, on peut l'imaginer comme une espèce de dystopie par rapport à la Ram Rajya, l'utopie qui serait présente, mais sur la terre ferme. Vous voyez? Donc, il y a cette espèce d'opposition qui est utilisée. D'ailleurs, c'est curieux parce que le mot Lanka veut dire tout simplement île. Mais souvent, dans l'imaginaire moderne indien, on pense qu'on se réfère à l'île actuelle de Sri Lanka. Tandis qu'en réalité, dans le Ramayana, on n'a aucune indication qu'on est en train de parler de cette île dans la réalité. On est en train de parler d'une île. Et ça se peut même que c'est une île dans une rivière et pas une île dans la mer. Mais de toute façon, elle est là. Et vous voyez que ça, ce sont des scènes assez communes de Ramayana, souvent peintes, comme par exemple le moment quand on va faire l'invasion de l'île. Et pour faire l'invasion, bien sûr, il faut construire un pont. Et ce pont est donc construit par les singes et les ours qui aident l'armée du dieu Rama. Vous voyez, qui sont en train de jeter des rochers pour construire ce pont pour permettre l'invasion de l'île. Donc là, encore dans une littérature qui n'est pas du tout la littérature occidentale, l'île apparaît bel et bien, mais comme sous forme donc d'opposition complémentaire par rapport à la terre ferme. On peut aller plus loin. Il y a des îles un peu partout que si on a envie de regarder. On peut regarder, par exemple, dans la littérature médiévale arabe, et on va trouver encore là beaucoup d'îles. La fameuse île de Waqfaq, qui est présente, par exemple, dans le Kitab Ajaib al-Makhloukat, les merveilles de la création. Ce sont des îles ici qui deviennent des endroits bizarres. Donc, là, la spécificité de l'île, c'est ni d'être utopie, ni d'être dystopie, mais d'être un endroit où on peut trouver toutes les bizarreries de la Terre. Donc, là, l'opposition étant entre terre ferme, qui est terre normale, et là, par exemple, si vous avez envie de chercher un arbre qui a des têtes humaines qui sont là et présentes et qui parlent, il faut aller dans des îles pour trouver ces espèces de choses. Vous voyez? Et de la même façon, dans ces espèces de textes, on va souvent trouver des îles où il y a des oiseaux étranges et bizarres. Ça, c'est une histoire qui appartient plus ou moins au monde des mille et une nuits. Et encore une fois, c'est les îles, alors là, qui deviennent des endroits des merveilles, des bizarreries, et pas du tout les endroits où on trouve la vie normale. Donc, encore une fois, c'est une projection. Ça, c'est les gens de la terre ferme qui projettent sur le monde des îles. C'est bien sûr pas du tout, si on reprend un peu l'idée de Obé Secret, c'est pas du tout le point de vue des insulaires. Ça, c'est le point de vue des autres qui imaginent que les îles sont comme ceci ou comme cela. OK. Je passe maintenant au deuxième thème que je veux traiter sous forme d'introduction. Donc là, on a vu l'aspect de l'imaginaire, la présence des îles dans l'imaginaire, surtout occidental, mais aussi un peu dans les cadres non occidentaux. Si j'ai voulu, j'aurais pu ajouter des exemples chinois ou japonais et ainsi de suite, mais vous avez quand même une petite variété ici.
Alors les géographes, eux aussi, au XVIe, XVIIe siècle, ont été très concernés par les îles. Et je vais développer ça surtout à partir d'un texte qui me semble un texte très important, pas assez étudié, qui est un texte qui a été écrit par ce monsieur-là, Alonso de Santa Cruz, au milieu du XVIe siècle. Et c'est un texte qui s'appelle donc Islario General de todas las islas del mundo. Donc, c'est un compendium qui a envie de traiter toutes les îles du monde. Alors, c'est qui l'auteur de ce texte? C'est donc Alonso de Santa Cruz, qui est né au début du XVIe siècle et qui a été lui-même, au début de sa vie, un peu explorateur. Il a été dans des expéditions au Rio de la Plata, par exemple. Mais puis, il a été, par la suite, employé dans la célèbre Casa de Contratación, en quelque sorte, là où on centralisait à la fois le commerce et le savoir sur la navigation dans la ville de Séville. Donc, il a été employé par les rois d'Espagne, tout d'abord par Charles Quint, puis par Philippe II. Et il commence donc à mettre en rapport ce qu'il sait lui-même à cause de ses voyages avec ce qu'il a de savoir textuel. Et donc, il va commencer à rédiger des textes dans les années 1540. Il a écrit un texte à cette époque-là qui s'appelle Arte de Navigar, l'art de la navigation. Et puis, il a commencé à rédiger cet autre texte. On n'est pas tout à fait sûr de quand il a en fait commencé et terminé ce texte. Il est assez probable que ça soit dans les années 1540 et qu'il aurait terminé ça vers la fin des années 1550. Pourquoi? Parce qu'il y a une version où il y a une dédicace à Charles Quint, et puis il l'a raté, et il l'a retiré, et il a mis le nom de Philippe II. Donc ça veut dire que probablement c'est écrit à peu près dans ce moment de transition entre Charles Quint et Philippe II vers la fin des années 50. Par la suite, ce texte a été remanié. On a à peu près 4 ou 5 manuscrits. Et si on regarde ces manuscrits, ce sont des manuscrits où donc, il nous donne énormément d'informations, mais c'est aussi intéressant de voir comment il organise son information. Alors, donc, il commence avec une réflexion sur les sphères et des idées cosmographiques. Donc, il commence avec ce passage. Il dit que il définit un peu son thème. Il dit, porque en el discurso de este islario se habla de todas las islas que hasta el tiempo presente se han descubierto en el mundo y muchas de ellas, por ser muy pequeñas, no se han puesto por sí en tablas particulares, etc. Donc, il nous dit qu'il va traiter vraiment toutes les îles qui ont été découvertes jusque-là, mais dans certains cas, il va les développer, et dans d'autres, il n'a pas la possibilité de donner une représentation particulière à chacune des îles. Mais vous voyez qu'il parle à la fin surtout des îles des Andes occidentales. Donc, los Ayos, las de los Canibales, la isla Española, et la de Cuba, Jamaica, con la péninsule de Yucatan, etc. etc. Donc, en lisant ça, on a l'impression que ça serait, bien sûr, en fin de compte, un livre dédié pour l'essentiel aux découvertes espagnoles, donc dans le cadre de l'Inde occidentale. Mais pas du tout, pas du tout. Parce que quand on commence à regarder le texte, en fait, il commence avec quelques cartes générales où ce n'est pas du tout des îles en tant que telles, mais des régions du monde où il y a des îles. Donc, par exemple, le sud de l'Afrique avec l'île de San Lorenzo, ça veut dire Madagascar. Et puis, il va de la même façon traiter différentes parties du monde dans leurs ensembles. Donc, par exemple, l'océan Indien occidental. Je vais revenir sur cette question parce que ça m'est un peu difficile d'imaginer tout de suite où il a eu cette information, parce qu'il était en train d'écrire dans les années 1540-50. Alors, mais par la suite, il commence à traiter les îles, région par région dans le monde. Et il commence où? Il ne commence pas du tout dans les terres nouvellement découvertes qu'il a mis dans ses cartes généralisées. En fait, il commence par là.
et vous avez compris que ça, c'est l'Islande. Donc, il commence dans le monde européen, puis vous avez donc l'Islande, vous avez le nord de l'Écosse, avec les Hébrides, etc., etc. Donc, on est dans le monde plus ou moins, pour ainsi dire, des Vikings. Et puis, il va passer en revue les îles connues, par exemple les îles bretonnes, les îles près des Pays-Bas, etc. Donc, ça, c'est une première partie. Donc, il y a l'Irlande, il y a l'Angleterre et l'Écosse, etc. Donc, vous voyez, les îles classiques, là, on est dans un savoir assez conventionnel. On n'a pas besoin d'aller puiser très loin pour avoir ce genre de matériaux. Mais puis, par la suite, il commence à s'aventurer un peu plus loin. Donc, ici, vous avez les Açores, découverts par les Portugais au début du XVe siècle. Vous avez les Canaries. Et donc, vous avez ces îles près de l'Europe, mais qui font partie d'un savoir relativement récent parfois, comme c'est le cas des Açores, pas du tout des endroits connus depuis longtemps comme les autres îles qu'on vient de voir. Donc ça, c'est une première partie. Vous voyez, j'ai mis Majorque aussi là-dedans. Donc, on a cette partie qui traite du monde européen et sa pénombre. Alors, par la suite, il passe à regarder des endroits donc, dans la Méditerranée. Donc, on a un certain nombre de choses là. Et d'ailleurs, il nous donne une série de textes qu'il a cités. Et bien sûr, il nous donne beaucoup de textes classiques en grec et en latin. Donc, tout ce que vous voulez, Pline, Ptolémée, Strabon, Tite-Live, Tacitus, etc., etc. Donc, il y a tout ce que vous voulez en tant que savoir classique. Il est beaucoup plus réticent pour nous dire là où il a trouvé des informations sur les nouvelles terres. Il nous cite que 4 ou 5 auteurs. Par exemple, il nous cite Pierre Martyr et Oviedo, Gonzalo Hernández de Oviedo, Vespucci, on le retrouve encore, mais il est assez discret pour un certain nombre de détails. Alors, donc, on continue, on a Chypre, donc on est toujours dans le cadre de la Méditerranée, et énormément de détails sur toutes les îles du monde grec, etc. Heureusement, Malte n'apparaît pas, sauf dans une petite portion d'une carte. Mais alors, par la suite, donc, on est dans une troisième partie, et là, on est rentré carrément dans l'océan Indien. Alors là, il y a des mystères, j'avoue, dans ce texte, parce qu'il est assez bien informé sur l'océan Indien. Tandis qu'on sait que les Portugais ont gardé les informations qu'ils possédaient sur l'océan Indien sous contrôle. Il n'y avait presque pas, dans les années 1540 et 1550, des cartes portugaises qui circulaient ouvertement. On sait qu'il y avait des cartes qui circulaient d'une façon subterranée, par exemple, ceux qui ont été utilisés par l'école de Dieppe pour faire les cartes pendant les années 40-50. Mais manifestement, lui, à partir de la Casa de Contratación, il savait pas mal de choses sur l'Asie. Donc là, vous voyez encore une fois Madagascar, mais il y a aussi ici les Mascarenes. Donc, à l'est de Madagascar, il y a les îles de l'océan Indien occidental. Il y a aussi, par exemple, des détails sur les Maldives, qui étaient quand même des îles assez importantes pour tout ce qui est le commerce, le passage entre l'océan Indien oriental et l'océan Indien occidental. Et il y a aussi des cartes portant sur, par exemple, ici c'est le golfe Persique, où les Portugais avaient bien sûr un trait poussé à cause de leur présence à Hormuz, et vous avez aussi ici la mer Rouge et les îles, et aussi il a une discussion d'ailleurs, il faut le dire, de Socotra, où les Portugais étaient présents pendant un petit moment au début du XVIe siècle. Donc il a cette troisième partie, donc on commence avec les îles près de l'Europe, on passe dans la Méditerranée, deuxième partie, on tourne vers l'Asie, et il nous donne tous ces détails.
D'ailleurs, il y a manifestement quelques traces qui nous aident à dater le texte. Le fait que, par exemple, donc il est assez bien informé sur l'Inde et ses îles, donc les Maldives et les Lacadives ici. Hein. Il y a une version un peu déformée de Sri Lanka par rapport à l'Inde, mais si on va plus loin, on voit qu'on est vraiment dans les années 40-50 du XVIe siècle. Pourquoi? Parce que ici, vous avez les Moluques. Question très délicate, parce que c'est quand même ces îles qui étaient disputées entre les Espagnols et les Portugais à l'époque. Hein, mais il nous donne quand même un certain nombre de détails. Mais ce qui est assez curieux, c'est la version qu'il nous donne du Japon. Et manifestement, il n'avait pas compris qu'il y avait 4 îles. Ce qui aurait été plus évident si on était, par exemple, à la fin du XVIe siècle. Donc, il pense que le Japon, c'est une seule île qui serait donc Kyushu. Non, en fait, c'est probablement Honshu plutôt que Kyushu. Mais en effet, ça, on voit que c'est vraiment les débuts du savoir jésuite sur le Japon qui est représenté ici. Alors, ce qu'il fait, qui est assez curieux, c'est que souvent, quand il parle de ces îles, il parle en termes d'équivalence. Donc là, on est dans la 4e partie. On arrive enfin dans l'Amérique. Et d'ailleurs, c'est la seule partie qui a été vraiment analysée par des auteurs récents. Parce qu'on a souvent trouvé que c'est là qu'il y aurait plus d'originalité comme il était espagnol. Et qu'il aurait eu plus d'informations sur cette région passant par la Casa de Contratación. Et c'est vrai, mais en même temps, c'est intéressant comment il fait sans cesse des équivalences. Par exemple, il parle d'une île dans l'Amérique et il dit par contre que ça c'est comme, etc. Parfois dans des comparaisons assez curieuses, par exemple, où il parle de l'île de Tenochtitlan. Donc, vous voyez l'île où il y a la ville de Mexico, qui est une île dans un lac, et il dit que ça c'est la version américaine de Venise. Donc, vous voyez un peu l'équivalent qu'il fait. Et de la même façon, il fait des équivalences, comme je vous ai dit, entre d'autres îles qu'on peut trouver en Asie et en Amérique. C'est un peu son jeu. Je vais revenir à cette question par rapport à quelqu'un d'autre qui a raisonné de cette façon à la fin du XVIe siècle. Mais vous voyez qu'il a donc cette espèce de vision globale de ce qui serait des îles, où il essaie de couvrir toutes les îles qui sont connues à l'époque, et en terminant, donc ça c'est la dernière carte qu'il a, c'est donc le détroit de Magellan et le passage entre l'Atlantique et le Pacifique avec les petites îles qu'on trouve dans cette région-là. Est-ce qu'il était le seul à faire ce genre de choses au XVIe siècle? Pour tout ce qui est question d'échelle, on peut dire que oui. Il n'y avait pas, par exemple, dans le monde islamique, tant qu'on sache, l'équivalent de ça. Mais il y avait quand même des choses qui étaient des représentations à une échelle un peu plus limitée. Par exemple, ça c'est le Kitab al-Bahriya de l'amiral ottoman Piri Reis, qui, lui, il dit que son idée, il utilise même le mot en turc de Yapamondlar, qui veut dire map-monde. Il a tout simplement pris le mot latin et il l'a mis en turc. Et il dit qu'il a envie de faire un map-monde, et dans cette map-monde, donc il décrit les îles et des éléments comme ça. Mais en fait, le savoir, pour l'essentiel, c'est un savoir méditerranéen. Donc, par exemple, on a Chypre, ici dans la version de Piri Reis, et on a quand même Malte. Ça, c'est quand même pour les Ottomans, comme Malte avait quand même beaucoup d'importance dans leurs ambitions, ses présences. J'imagine que ça, c'est la Valette. Alors, donc, cette espèce d'exercice que fait Alonso de Santa Cruz, ce n'est pas totalement original, mais ce qui est original, c'est l'échelle. Et ce désir de faire en sorte que tout le monde entier soit couvert
de compléter en quelque sorte. Et ça, c'est assez typique d'un certain nombre de textes du XVIe siècle, où, par exemple, si on regarde un texte comme le Traité des découvertes d'Antonio Galvan, on trouve le même genre de désir. Mais la différence, c'est que dans le texte d'Alonso de Santa Cruz, on traite les îles d'une façon assez empirique et en enlevant tout ce qui est merveille. Donc, il n'y a plus de bizarreries ou des aspects merveilleux dans ces îles-là. C'est tout simplement le regard de géographe et donc en utilisant cette idée d'équivalence pour normaliser en quelque sorte. Donc, même ce qui est exotique devient quelque chose de moins exotique en passant par cette idée d'équivalence entre une version moins connue et une version donc plus connue. Et dans le cadre de Périréis, on peut voir donc des éléments qui correspondent. Donc, si vous voulez, on est dans les deux extrêmes de la Méditerranée. Et ce n'est pas comme si les traditions sont totalement différentes, sauf que le géographe et le cosmographe espagnol est capable de brasser plus et à la fois réconcilier les savoirs sur les Amériques. Mais aussi, pour moi, ce qui est assez intéressant, c'est combien il sait, comme je viens de vous dire, sur l'océan Indien. Je suis assez surpris par ces savoirs portant sur l'océan Indien qui nous démontrent en fait qu'il y avait probablement des passages entre le monde du savoir portugais et le monde du savoir espagnol qu'on n'a pas assez exploré jusque-là. Des cartes manuscrites probablement qui circulaient entre ces deux mondes. Alors, je vais terminer donc, parce qu'en pensant à tout cela, je me suis dit qu'on était presque comme des gens qui venaient à une espèce de pique-nique et chacun devait apporter une île parmi les intervenants. Donc je me suis dit que même si je parlais en termes généraux là, je vais quand même aussi vous donner au moins une petite histoire d'une île pour commencer un peu la discussion par la suite. L'île que j'ai choisie, j'avais quand même l'embarras de choix, c'est justement l'île de Sri Lanka, l'île de Ceylan, qui est assez paradigmatique. J'ai aussi fait ça un peu justement en pensant à Obesekre Salens, comme Obesekre donc a insisté sur l'importance de son île d'appartenance. Et l'histoire de Sri Lanka, c'est une histoire assez intéressante pour l'époque moderne. À mon avis, c'est assez paradigmatique pour certaines choses, mais bien sûr, chaque île a ses spécificités. Alors, donc, si vous regardez en gros ce qui se passe dans l'histoire de cette île, on sait que c'est connu aux Européens d'une façon un peu fantastique à l'époque médiévale. C'est connu surtout sous le nom de Taprobana, qui est une déformation du mot tamoul Tamraparni, qui est la rivière en Inde du Sud, qui rentre un peu dans l'océan Indien, pas loin de Sri Lanka. C'est connu aussi pour d'autres raisons, parce qu'on sait, on croit savoir, à la fois dans les textes chrétiens et dans le texte musulman, que c'est une île édénique en quelque sorte. Donc là, on revient au thème de Richard Rohr. Pourquoi? Parce qu'on dit que quand Adam et Ève ont été chassés du paradis, du jardin, en fait, l'ange Gabriel les a amenés justement au Sri Lanka. Donc, et Adam a été donc jeté dans cette île, et pour cela, donc, on a même un endroit ici qui s'appelle le Pic d'Adam. Donc, on dit qu'on peut trouver dans le Pic d'Adam les marques des pieds d'Adam. Et par exemple, à l'époque médiévale et au 13e, 14e siècle, il y avait par exemple des moines franciscains et autres, Jourdan de Savarac par exemple, ou d'autres qui n'ont jamais été dans le Sri Lanka, mais en Inde du Sud, ils ont recueilli des légendes. Et d'ailleurs, les musulmans aussi croient à ça, que c'est un lieu de pèlerinage parce que ça serait là où Adam aurait été amené comme premier homme sur la terre.
D'ailleurs, dans la tradition musulmane, c'est un peu compliqué parce que le tombeau d'Ève se trouve à Jeddah, dans la mer Rouge. Donc, apparemment, ils ne s'entendaient pas trop bien vers la fin de leur vie si lui, il était ici et elle était là-bas. Bon. Mais ça, c'est la version reçue de Sri Lanka, disons, au XIIIe, XIVe siècle. Puis, on passe plus loin et on arrive, par exemple, au XVIe siècle. Et là, on commence à avoir beaucoup plus d'informations parce que les Portugais arrivent au Sri Lanka. L'image occidentale de la région va changer. En gros, quand les Portugais arrivent, ils trouvent qu'il y a plusieurs royaumes dans l'île. Il y a le royaume du Nord, que le royaume de Jaffna. Il y a ces royaumes ici. Et c'est surtout avec le royaume de Kotte que les Portugais ont à voir. Alors, les Portugais vont donc se retrouver au début du XVIe siècle quand il y a le roi Parakramabahu, qui est le roi de Kotte qui règne. Les Portugais arrivent, on ne sait pas trop exactement, il y a deux versions, soit en 1501, soit en 1505. Assez vite, ils arrivent à fortifier un endroit. Ils ont eu la permission de la part du roi, qui est Colombo, Kalenitota. En 1518, il y a un capitaine portugais donc, qui est présent dans cet endroit à partir de ce moment-là. Et puis, les Portugais commencent à négocier, mais aussi à manipuler les royaumes. Et ce qui joue à leur faveur, c'est le fait que pendant les 30 ans qui suivent la fondation de la forteresse de Colombo, il y a des espèces de guerres civiles entre les royaumes. Et du coup, donc, progressivement, les Portugais deviennent de plus en plus importants. Et jusqu'au point que vers le milieu du XVIe siècle, ils commencent à penser qu'ils peuvent mettre la main sur l'île en passant par la dynastie royale. Et ça, c'est surtout parce qu'ils arrivent à faire la conversion d'un des princes, Dharmapala, qui désormais est connu sous le nom de Don Juan Dharmapala. Et finalement, ce Dharmapala qui va prendre la suite de Bhuvanekabahu dans la deuxième moitié du XVIe siècle, va léguer l'île aux Portugais. Donc, il va faire comme si le roi de Portugal est son héritier. Donc, du coup, les Portugais deviennent de plus en plus importants. Ils vont commencer à contrôler la partie orientale de l'île vers la fin du XVIe siècle. Et toute cette partie-là devient portugaise. Puis, ils vont aussi essayer de contrôler le nord, le Jaffna. Et donc, du coup, si vous voulez, si on fait le contraste entre l'histoire de l'Inde, de la terre ferme, et l'histoire de Sri Lanka, c'est assez remarquable la différence. En Inde, ils n'ont jamais pu faire quoi que ce soit en tant que conquête, tandis que dès qu'ils se retrouvent dans cette espèce d'espace insulaire, ils ont un tout autre rapport. Tout d'abord, ils pensent tout de suite à la conquête, et puis ils vont mettre en œuvre cette conquête, pas d'une façon très efficace, mais plus ou moins efficace pendant le XVIe siècle. Et le résultat de ça, bien sûr, c'est que, même s'ils ne connaissent pas très bien la géographie dans son ensemble, alors ça c'est le nord, c'est Jaffna-Patnam, ça c'est Colombo, ça c'est l'est où ils ont eu relativement peu d'impact. Mais vous voyez que c'est le Sri Lanka qui devient donc le premier espace colonisé de l'Asie du Sud, en quelque sorte. Mais puis, il y a une réaction, et ça c'est aussi quelque chose qui ça vaut la peine de souligner, parce qu'il y a aussi un aspect de la géographie qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire il y a là où il y a la conquête, les terres basses, mais il y a aussi les terres hautes. Et comme c'est souvent le cas dans ces histoires insulaires, c'est les terres hautes qui deviennent les lieux de résistance. Donc, on va construire on va reconstruire un royaume très important dans les hautes terres. Ça, c'est le royaume de Kandy. Et à partir de ce royaume-là, on va commencer à faire la guerre contre les Portugais au XVIIe siècle. Et ça, c'est quelque chose qui va durer presque tout le long du XVIIe siècle. C'est une histoire assez compliquée. Aussi parce que les rois de Kandy, en fait, il s'agit des gens
qui étaient eux-mêmes très étroitement en contact avec les Portugais. Donc, par exemple, les deux premiers rois qui ont fait la guerre contre les Portugais, Senarat et puis Rajasenha, ont étaient tous les deux lusophones. Ils pouvaient parler portugais. Dans le cas de Senarat, on dit même qu'il était un chrétien il était converti au christianisme et puis il est revenu au bouddhisme. Et en ayant un savoir assez poussé sur le christianisme, et donc quand il était en guerre contre les Portugais, il savait de quoi il parlait, par exemple, en mettant en question cette idée de la conversion de l'île, etc. Alors, ces deux rois des Hautes-Terres vont donc aussi essayer de trouver des alliés, dans le cas précis des Néerlandais, qui arrivent au XVIIe siècle. Avec l'aide des Néerlandais, donc par la suite, ils vont réussir à chasser les Portugais, ce qui arrive en 1658. Il y a ces deux grandes batailles, la bataille de Randanivela et de Ganorova, en 1630-1638. Dans chacun de ces deux cas, le Portugais qui était le capitaine général de l'île a été tué, Constantino de Sá de Noronha et puis Diogo de Melo de Castro. Et en 1658, donc, les Portugais ont été chassés entièrement de cette île. Mais malheureusement, on a échangé un groupe d'Européens pour l'autre. Donc, ce qui arrive enfin, ce n'est pas comme si on a pu rétablir en quelque sorte le système politique. Tout à fait au contraire. En fait, ce qui va arriver, c'est que les Néerlandais vont reprendre justement les terres qui avaient été contrôlées par les Portugais. Donc, les terres basses restent des terres européennes. Et donc, on a ces textes venant de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, les deux textes les plus connus sur le Sri Lanka de cette époque-là. D'un côté, vous avez le texte d'un Anglais qui a été retenu comme prisonnier à Kandy, qui est Robert Knox. Et puis ici, vous avez la traduction en français de texte, ce qui s'appelle Fatalidade Histórica de l'île de Ceylon, la fatalité historique de l'île de Ceylon, écrit par Jean Robert, ici en version française. Donc, en quelque sorte, ça reste une espèce d'histoire, comme je vous ai dit, paradigmatique. Il y a le royaume des Hautes-Terres qui reste, et puis il y a les Basses-Terres qui passent sous contrôle. Donc, en quelque sorte, si on était Shakespeare, on aurait dit, il y a ici le royaume de Caliban, et ici le royaume d'Ariel. Je vous remercie. On va donc passer à la communication suivante.